la géoingénierie solaire, l'idée c'est pour aller vite, de mimer une grosse éruption volcanique, c'est-à-dire d'envoyer des aérosols dans la stratosphère qui agrègent des gouttelettes d'eau et qui produisent une forme de fine pellicule nuageuse qui, au fond, reflète une partie du rayonnement solaire, donc est supposée permettre de lutter contre le réchauffement climatique, donc d'agir sur les effets de l'effet de serre et certainement pas sur les causes. Beaucoup d'opposants disent mais si vous faites ça, eh bien ça va distraire des efforts ou peut-être nous faire croire qu'on peut se passer des réductions nécessaires. Euh, et puis en face, la communauté de recherche qui étudie ces scénarios de géoingénierie solaire dira non, non, pas du tout, il faut d'abord réduire, il faut se préparer à s'adapter aussi aux transformations, à la hausse du niveau de la mer et tout ce que vous voulez, mais il faut aussi, certains pendant longtemps ont parlé de plan B, en tout cas quelque chose qui puisse être mis en place relativement rapidement. Pourquoi? Parce que en fait, tout ce qu'on est en train d'essayer de faire, même les accords de Paris, sont largement insuffisants. Dès la signature de l'accord de Paris en 2015, il y avait déjà beaucoup de gens bien informés qui disaient ça, c'est pas tenable. Et là, il y a eu la déclaration récente qui fait beaucoup de bruit de John Kerry, de l'administration américaine, qui dit la moitié des réductions de gaz à effet de serre planifiées repose sur des technologies qui n'existent pas encore. Il fait référence à certaines méthodes de géoingénierie, notamment la capture de CO2. Mais ça, c'est quelque chose d'encore un peu différent. Donc sur la géoingénierie solaire, il y a énormément de débats aussi sur les risques géopolitiques, les risques éthiques, les risques climatiques aussi. Est-ce que ça va changer le régime des pluies ou pas? Est-ce que ça va assécher certaines parties de la planète, augmenter la mousson? Tout ça est étudié aussi par des scientifiques. C'est beaucoup de la modélisation informatique sur les modèles climatiques utilisés aussi par le GIEC. Et c'est aussi beaucoup des sciences sociales, sciences politiques, éthiques, philosophes, etc., qui interviennent dans cette communauté de recherche. Au fond, la géoingénierie solaire, techniquement, c'est pas très très compliqué à mettre en œuvre. Avec quels effets, avec quels risques, avec quelle stabilité, quelle efficacité, ça, c'est encore largement ouvert comme question. Mais mettre en œuvre, prendre des avions, les monter un peu plus haut qu'un vol transatlantique, par exemple, et puis envoyer des trucs, bon, ça, on pourrait le faire aujourd'hui. Certains discours qu'on met, et là vraiment j'ai envie d'être prudent avec ça, mais qu'on met sous l'étiquette complotiste, ou c'est-à-dire des oppositions qui se disent au fond, bah, si c'est possible, on nous dit que c'est possible depuis le début des années 2000, alors qu'est-ce qui me prouve que c'est pas déjà le cas, que c'est pas déjà en train d'être déployé ce genre de choses? Certains acteurs se parlent, se reconnaissent comme interlocuteurs légitimes, quitte à ne pas être d'accord du tout. Donc, par exemple, les scientifiques de l'équipe de David Keyes à Harvard, qui est une des têtes de pont de la recherche sur la géoingénierie solaire, euh, reconnaissent les oppositions de certaines ONG, etc., mais vont avoir pas mal de peine à rentrer en matière avec les gens qu'on appelle les chemtrails, ou les gens qui pensent que justement la géoingénierie solaire est déjà à l'œuvre, qu'on peut la voir à l'œil nu sous forme de traces d'avions bizarres, qui restent plus longtemps que les traces d'avions normales, qui prennent des formes différentes, qui ont peut-être même des couleurs, des reflets pas normaux, et que ça serait la preuve, ça, plus quelques analyses d'eau de pluie, etc., qui montrent des métaux lourds, mais ça, évidemment qu'il y a des métaux lourds dans les eaux de pluie aujourd'hui. Euh, un des faits présentés à l'appui de ces théories, c'est des brevets. C'est public, on le trouve facilement sur Internet, des brevets déposés par des individus ou par des entreprises qui prévoient la chose. Donc, évidemment, quand on connaît un petit peu la question des brevets, on sait qu'il y a beaucoup de brevets qui sont déposés, pas du tout pour en faire une exploitation industrielle, mais pour protéger la propriété intellectuelle ou pour empêcher d'autres de le faire. Enfin, ça peut être plus ou moins défensif, etc. Mais on peut aussi très bien se dire, bon, bah, si, je ne sais pas, par exemple, Bill Gates a déposé un brevet pour telle chose, ben, c'est forcément qu'il y a un intérêt financier. Donc vous avez voilà, des tests
d'eau, des images de ciel bizarres, considérées comme pas normaux, et des brevets. Et tout ça se retrouve dans la recherche légitime universitaire sur la géoingénierie solaire. Avec Paul Crutzen, qui est un des pionniers de la question, qui est réputé dans la communauté, celui qui broke the taboo, à peu près en même temps qu'il invente avec d'autres le terme d'anthropocène, hein, pour dénoncer l'empreinte trop massive de l'humain sur la planète. Il ouvre la porte à la question de la géoingénierie. Et dans un papier qui est énormément cité dans la question, où il pose la question de savoir si ça ne va pas permettre de résoudre un problème, un policy dilemma, c'est-à-dire un problème insoluble en fait de politique publique internationale. Il dit que voilà, les aérosols pourraient changer la couleur des couchers de soleil, changer la couleur du ciel. Donc tout ça est pas si délirant qu'on voudrait le croire parfois. Un des épicentres de la recherche pour le développement de la géoingénierie solaire est à Harvard. On peut se dire que ça a un poids institutionnel. C'est pas négligeable. L'Académie nationale des sciences américaines vient de publier un rapport il y a quelques semaines qui préconise entre 100 et 300 millions de dollars par année pour la recherche sur ces scénarios-là. Donc c'est en train de bouger, c'est en train de prendre de l'ampleur. Alors ça fait débat, hein, bien sûr. Et il y a des gens très sérieux qui disent, sans être du tout affiliés à une quelconque communauté complotiste, qui disent ces trucs-là sont de la folie furieuse. Et les gens alors c'est délicat, mais qui sont définis, disons, qui sont désignés généralement comme des chemtrails ou des chemtrailers, ces gens-là eux-mêmes vont se définir comme des militants contre la géoingénierie. Il y a pas tous, mais certains, même certaines figures un peu importantes du milieu, diront ne parlez pas de chemtrails parce que ça nous discrédite, on passe pour des hurluberlus. Parlons de géoingénierie solaire. C'est-à-dire, on n'est pas sur des chemins complètement séparés. On a tendance à croire dans le débat public qu'on peut plus se parler. Il y a des émissions tout le temps à la télévision. Je sais que Remise au Point a lancé l'autre jour un appel à témoignages sur comment ça fracture les familles, j'arrive plus à parler avec ma tante ou avec ma cousine qui est complotiste, etc. Ben, je nie pas les souffrances que ça peut produire, mais c'est pas toute l'affaire. C'est pas, il y a beaucoup de gens d'abord qui sont au milieu, dans une zone grise. C'est pas la rationalité ou l'irrationalité. C'est, ben, je sais pas ce qui se passe. J'ai envie de regarder. Je suis pas sûr qu'on nous dise tout. Il y a certaines choses que je fais des gens ou des institutions en qui j'ai confiance, d'autres pas, d'autres plus. J'arrête de faire confiance, j'arrête de regarder telle chaîne de télévision parce que je pense que ça va pas. Et, euh, et une recherche de reprise et de gagner de la légitimité selon les codes validés par plus largement dans la société. Hein. Que les grands médias nous prennent au sérieux, que les universitaires nous prennent au sérieux, etc. Et ça on le voit à l'œuvre, on l'a vu avec l'affaire des anti-masques et Heidi News en Suisse romande. On aurait pu imaginer que les gens se disent bah, tant pis, nous on a notre propre chaîne de télévision, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, enfin, tant pis pour eux, le divorce est consommé. Non, au contraire. Ils demandent de droits de réponse, le plateau à l'élément bleu qui était partenaire de l'enquête pour venir se défendre. Tout ça pour revenir à votre question, c'est-à-dire que dans les conférences scientifiques, par exemple sur la géoingénierie, ceux qu'on appelle généralement des complotistes, ils vont venir. Ils vont lever la main, ils vont poser des questions, ils vont envoyer des emails. Donc tous mes collègues, parce que là, en ce moment, une de mes affiliations, c'est un institut de recherche qui, pour le côté sciences sociales et sciences politiques, est aussi un des épicentres de la recherche sur la géoingénierie solaire, l'Institute for Advanced Sustainability Studies à Potsdam, en Allemagne. Et tous les collègues que je rencontre dans les séminaires, ils ont affaire aux chemtrails. Quand je leur dis que je travaille là-dessus, ils disent ouais, parce qu'ils ont été confrontés, ils ont dû répondre, ils ont dû parfois recevoir des dizaines d'emails par jour pour d'une seule personne. Euh, euh, et, euh, et donc il y a une recherche de confrontation. Et parfois il y a une rencontre qui se fait aussi. Ça arrive. Enfin,
Ça ne veut pas dire qu'il y a un accord qui est créé à l'issue de cette rencontre, mais il y a des rencontres et il y a une vidéo assez très, très intéressante sur YouTube de David Keith avec une dizaine de believers, comme dit le titre de la vidéo, et où il parle avec eux pendant 1 ou 2 heures, mais où justement l'enjeu, il est autour de qu'est-ce qui fait légitimité, qu'est-ce qui est une préoccupation légitime. David Keith, le professeur physicien, physique appliquée de Harvard, il leur dit, moi je suis d'accord avec vous que si ça existe, c'est extrêmement grave. La manipulation des esprits ou de la population avec des produits chimiques dans l'atmosphère. Si ça existe, c'est extrêmement grave et je ferai tout pour arrêter ça. Prouvez-moi que ça existe. Et eux, ils disent, bah regardez, justement, on a des preuves. On a des photos, on a des... Ils disent, non, non, ça, c'est pas des preuves. Donnez-moi des faits. Alors, ça veut dire, c'est quoi les faits? C'est des faits pour un scientifique qui publie dans des revues peer-reviewed internationales, etc. Il veut ça. Évidemment, que les gens en face de lui auront de la peine à lui fournir les faits que lui va reconnaître comme des faits. Il y a aussi, de l'autre côté, ce qu'on peut appeler une instrumentalisation de la part de certains scientifiques, c'est-à-dire que, par exemple, pour garder ce même exemple, parce il est un peu réducteur, mais en même temps il est emblématique de David Keyes, qui écrit notamment dans un livre grand public, A Case for Climate Engineering, qu'il a reçu des menaces de mort de la part justement de ses believers, qu'il a dû installer des vitres par balles à son bureau, qu'il a peur, aussi dans d'autres sur Twitter, il dit que des fois il a peur d'ouvrir son courrier, etc. Et donc, il dit, ben, si on ne fait pas de recherche, qu'on ne met pas les moyens, qu'on ne finance pas ces recherches, etc., eh bien, on n'aura que des dérives irrationnelles, parce qu'on n'aura pas résolu les questions. Donc c'est aussi, c'est d'une certaine manière, se servir de, regardez, il y a si vous voulez que ces gens-là ne soient pas, soient moins agressifs, ils ne s'adressent pas à eux directement, ils s'adressent au grand public, aux décideurs, aux policy makers, et leur dit, bah, donnez-moi des moyens pour répondre à ces questions de manière objective, définitive, et donc on n'aura plus ces problèmes de troubles à l'ordre public, si j'ose dire. Ce qui me frappe, c'est que ça laisse peu d'espace pour une sorte de scepticisme modéré et qu'on pourrait appeler instable, glissant, qui est beaucoup plus répandu encore, je crois, mais parfois pour de très bonnes raisons, que le dit complotisme. C'est pour ça que je pense il faudrait raffiner, mais je ne sais pas encore exactement comment le faire, mais j'essaye dans ma recherche de préciser ces choses-là, en tout cas de proposer des précisions, parce que si on lit, je sais pas moi, si on lit les debunkers, ce qu'on voit beaucoup dans le débat public, dans les médias, il y a d'un côté les autorités légitimes, donc je sais pas, par exemple l'OMS ou les médias aussi, les médias disons qu'on appelle traditionnels ou établis, les politiques, et puis de l'autre côté, bah, les complotistes, les irrationnels, les gens qu'il faut ramener dans le droit chemin. Mais au milieu, il y a quelque chose au milieu. Il y a des gens qui regardent un peu, qui essayent de s'informer, de comprendre ce qui se passe avec la pandémie, avec la 5G. On s'adresse peu à tout ça, en fait. Il me semble que on manque je vais le dire comme ça, on manque d'écoute et on manque d'adresse. C'est-à-dire que si on décrit un monde, si on analyse et qu'on décrit un monde justement fracturé entre les rationalistes et les irrationnels, euh, eh bien, ça définit aussi le monde dans lequel on veut vivre. On propose aux autres de vivre. Normativement parlant, il faut choisir. Et alors on dira oui, oui, bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, mais justement, si on repartait de là, de cette zone où, au fond, euh, la question de l'incertitude, la question de qui produit des savoirs pertinents sur ce que je ressens dans mon corps, par exemple, vis-à-vis des ondes, vis-à-vis de la pollution, vis-à-vis je sais pas, des particules. Ces questions-là, elles sont pas stabilisées et elles méritent d'être posées sérieusement, euh, sur un mode qui laisse, disons, qui accueille aussi des différentes voix avec un X. La question de savoir
qui va me donner, moi, citoyen, une information fiable, légitime, etc., sur un problème en cours, type pandémie ou réchauffement climatique, etc., cette question-là, elle est pas stabilisée, elle n'a jamais été stabilisée. Il faut voir l'extraordinaire aventure qu'est le GIEC pour stabiliser, tant bien que mal, cette incertitude sur les causes et les effets probables du réchauffement climatique. Et quand on lit, je l'avais fait avec des étudiants, ils étaient très surpris de voir il y a un code, même le résumé pour les décideurs du dernier rapport du GIEC, qui classe chaque assertion et chaque recommandation est hautement probable, très probable, etc. Il y a tout un, un encodage de la certitude et de l'incertitude. Et tout ça est extrêmement sophistiqué. Et c'est ça la science. C'est une stabilisation progressive et relative de l'incertain. Il faut, je pense, dépsychologiser, dépathologiser justement l'enquête sauvage, disons. Et peut-être s'adresse justement, faire un peu plus confiance à la. Et ça, c'est un choix politique, alors, mais faire plus confiance aussi à l'intelligence des gens et, euh, et s'adresser à eux sur ce plan-là. Sur le terrain, ce que je vois, c'est des gens qui disent, bah, t'as vu l'autre jour le tel scandale, le tel lobby, je sais pas, phytosanitaire, etc. Donc oui, en plus, alors ça, c'est bien établi, mais bien sûr, des complots, il y en a qui existent, sur des problèmes proches en plus, qui nous touchent. Parce que ce qui est frappant avec les questions autour de la géo-ingénierie solaire et de la 5G, c'est que vraiment ça touche, c'est configuré beaucoup autour du corps. C'est la perte de maîtrise, de comment je peux protéger mon corps, ma santé, et celle de mes proches, de mes enfants, etc., vis-à-vis des pouvoirs surpuissants des entreprises ou des États ou des agences gouvernementales, etc. Tout n'est pas embarqué dans le complotisme en plus. Donc là, ça serait intéressant aussi d'aller voir qu'est-ce qui rentre là-dedans, comment c'est constitué ces discours, comment ces gens-là parlent de leur corps, par exemple, de leur santé. Euh, et comme ça, ça c'est une piste, je crois, pour comprendre ce qui est souvent dit. Se dit oui, mais souvent ils essayent de vendre des médecines alternatives ou des cures, des jeûnes, etc. Ouais, ben justement, c'est parce que ça s'inscrit dans un rapport de reprise en main de sa propre santé. Et ça, c'est des choses qui, encore une fois, qui existent dans plein d'autres situations sociales. Donc il y a une circulation potentielle aussi, et d'ailleurs les milieux du yoga, par exemple, il y avait des articles en blog de yoga en France il y a quelques mois qui dénonçaient, qui disaient c'est quand même incroyable comme les discours complotistes ont pénétré notre milieu. Comment ça se fait? Ben oui, on ne peut pas mépriser les gens qui cherchent des manières de reprendre en main leur système de santé, etc. euh, et se plaindre qu'ils vont chercher refuge chez les complotistes. Un autre plan sur lequel je pense qu'il faut tout le monde se mettre à travailler, c'est mieux assumer ce que c'est que l'incertitude et vivre dans une société où on doit prendre des décisions basées sur l'incertitude. Et que justement, que la science, c'est pas une espèce de révélation qui descend du ciel, mais que c'est quelque chose qui est social, oui, on peut assumer le fait elle est fabriquée dans des institutions qui s'appellent des universités, par exemple, et des revues, etc. Et que tout ça, ça obéit à des procédures. On fait tout pour qu'elles soient aussi solides et aussi fiables que possible. Il y a des trous, il y a des fraudes, il y a des erreurs, mais enfin, c'est comme ça que ça avance. Et là, alors là, il y a un truc, de plus en plus de gens me disent l'enseignement à l'école. Je dis, ah ouais, la manière dont on nous apprend les sciences à l'école, faudrait peut-être réviser ça aussi.
et qu'on nous apprenne ce que c'est vraiment que, comment on fait de la science. Et pas Newton a dit ceci, cela, voici le triangle équilatéral, non. Ce qu'on appelle le complotisme, c'est aussi une plaque sensible, et je crois qu'il faut prendre au sérieux aussi, en tout cas comme une tentative. Et puis peut-être qu'effectivement, il y a des gens avec qui on ne peut pas causer. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, personnellement, je sais où ils sont, mais ils sont pas chez les gens, ou pas tant avec chez les gens sur lesquels je travaille. Parce que moi, je n'ai pas envie de travailler sur l'extrême droite, par exemple. Euh, Justement parce que je peux pas les. Et ça, c'est une question méthodologique assez fondamentale en sciences sociales. C'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on peut aller quand on n'aime pas son terrain, comme dit un article de Martina Avanza, qui a vraiment fait date. C'est un gros sujet dans la littérature, aussi dans les enquêtes de la RTS, de nouveau, je crois, sur un QAnon en Suisse, Leonardo, qui s'appelle, et qui lui racontait que des gens lui écrivaient tous les jours pour lui dire: ah, vous m'avez redonné espoir, je croyais plus en rien, et maintenant vous avez redonné un sens à ma vie. Et je trouvais ça très fort comme, comme témoignage. Et donc, il y a vraiment cette question, la théorie du complot, est-ce qu'elle redonne de l'agency, comme on dit, du sentiment, en tout cas, juste ou faux, peu importe, mais d'avoir prise sur le monde, de se reconstruire des certitudes, mais même peut-être aussi derrière de se reconstruire des actions, par exemple d'aller manifester, enfin de faire quelque chose. Euh, ou bien est-ce que ça entretient un sentiment d'impuissance, justement, parce que c'est toujours des forces occultes, des puissances inaccessibles, type des milliardaires ou des gouvernements étrangers, ou etc. Si on regarde un sujet qui est beaucoup plus légitime, en tout cas dans les débats, qui est la question du futur de l'humain avec les technologies émergentes, etc., donc ce qu'on appelle souvent le transhumanisme, euh, vous verrez beaucoup de gens comme ça, de critiques, de philosophes ou d'autres, qui vont tenir un discours qui en fait a une structure assez proche du complotisme, c'est-à-dire, ah, alors ça sera pas Bill Gates, mais ça sera Elon Musk, Google, etc. Eux, ils sont déjà, regardez, ils ont tellement de milliards, de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tout, quel que soit, et ça, je l'ai entendu vraiment des dizaines de fois, quels que soient les débats éthiques ou même les réglementations qu'on peut faire, même à l'échelle européenne, les Américains et ou les Chinois, de toute manière, ils vont le faire. D'ailleurs, ils le font déjà. Et donc on peut rien faire, mais il faut reprendre la main, mais on peut rien faire, mais il faut quand même réagir. Moi j'ai d'abord travaillé sur le mouvement transhumaniste et aussi vraiment sur le débat public autour de ces questions-là, euh, justement en prenant à l'autre bout, pas au bout des gens qui sont supposés être en train de fabriquer l'homme de demain dans des laboratoires secrets, mais sur le plan de comment comment ces questions-là sont reprises dans les débats publics par des militants, militantes. Et après en allant voir le complotisme, j'ai été assez vite frappé par certaines similitudes, mais alors tout à coup, c'est pas le même, c'est pas catalogué dans la même case, quoi. Et en plus, les nanorobots dénoncés dans les vaccins, hein, on va nous injecter des nanorobots pour nous contrôler, etc. Ça fait depuis les années 80 qu'ils sont promis par les scientifiques du MIT ou d'autres grandes institutions scientifiques internationales, américaines ou autres, par des rapports de planification de la recherche, etc. C'était pas réaliste, mais ça allait pas plus 30, 40, 50 ans plus tard. Pas du tout, pas personne ne sait faire ça. Mais quand même, je trouve un peu facile de se moquer tout à coup de gens qui pensent qu'il y a ça dans les vaccins contre le Covid. Alors que Drexler, Marvin Minsky et compagnie nous ont promis ça depuis le milieu des années 80. Donc là, il y a aussi des circulations. Ça fait écho avec la question des chemtrails aussi. C'est-à-dire que là, ça vient pas de nulle part. Il y a des promesses technoscientifiques qui sont faites par des gens qui bénéficient de tout un capital culturel et symbolique de prescripteurs. Ces promesses, elles sont présentées comme plus ou moins réalistes, euh, avec justement des indices, comme par exemple des brevets ou bien des prototypes ou des choses comme ça.
des traces du futur un peu à portée de main. Et puis après, justement, il y a des gens qui prennent ça très au sérieux. Euh, et on vient leur dire, faites confiance à la science, faites confiance. Donc il y a peut-être dans certains points, mon hypothèse, une des choses que je suis en train d'essayer de développer, c'est qu'il y a une surconfiance dans la science, dans certaines thèses comme ça, type complotiste. C'est pas une question d'absence de confiance, on fait trop confiance. On les a crus, ces gens-là. Parfois, être critique, c'est prendre les promesses de ceux qu'on critique trop au sérieux aussi. C'est vraiment des choses qu'on fait dans ce qu'on appelle les STS, hein, le domaine académique de sciences techniques, société ou études sociales des sciences et techniques. Euh, où vraiment l'idée, c'est qu'il n'y a pas, justement, il n'y a pas d'un côté la science et de l'autre côté la société. Mm. D'abord, c'est du pluriel, et puis la manière dont on connaît, dont on se propose de connaître les choses est intriquée et coproduite avec la manière dont on se propose de vivre dans le monde. Il y a une co-fabrique, pas une influence d'un côté ou de l'autre, mais du social, du normatif, vraiment dans quel monde est-ce qu'on se propose de vivre, est-ce qu'on s'imagine vivre, et qu'est-ce qu'on a envie de fabriquer comme société, et le type de connaissances. Et là, vraiment pour reboucler, moi, c'est vraiment ce qui m'obsède en tant que chercheur, c'est quel type de monde est-ce on se propose de construire si on s'adresse aux complotistes comme à des malades mentaux. Je crois que voilà, il faut bien réfléchir à comment on s'adresse, encore une fois, pas à tel idéologue qui produit certains contenus, mais à qu'est-ce que ça veut dire que ces gens-là existent et qu'ils aient de l'audience et comment est-ce qu'on va tisser du commun avec tout ça. Voilà, je sais pas quoi faire de ça, hein, mais ça veut dire après qu'on devrait combattre pour la vaccination, par exemple. Ça remonte toutes les questions différemment. Au lieu de se dire, ben tiens, on va peut-être se calmer avec l'autorité de la science. Je vois en STS, il y a aussi des gens, même aussi aux États-Unis, à partir de 2016, qui se sont mis à défendre. Ou Latour, c'est ce qu'il dit aussi. Il dit maintenant, Bruno Latour, par rapport aux sciences du climat, on nous a accusés d'être des critiques relativistes, etc. Ça n'a jamais été vrai. Mais maintenant, on est vraiment, on vient aider les scientifiques du climat à se défendre. C'est quand même pas du tout la même chose qu'il y a quelques dizaines d'années où on allait, disons, essayer de compliquer l'autorité morale de la science, comme ça, la pureté des faits scientifiques, pour dire que c'était quand même un peu plus compliqué que ça. Certains scientifiques qui l'avaient assez mal pris d'ailleurs. Aujourd'hui, ben voilà, surtout dans certains pays, il faut aller défendre l'autorité des scientifiques vis-à-vis des lobbies, vis-à-vis de l'industrialisation du mensonge, etc.